Bonjour à tous et à tous, je suis très heureux d'être ici avec vous et je voudrais commencer par vous signaler vraiment le travail énorme qui a été fait par l'équipe d'organisation que j'ai pu observer d'un peu près. C'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait, donc bravo à tous. Et, et moi, donc, maintenant, je suis conseiller pédagogique, donc mon travail, c'est d'accompagner et de former les enseignants, notamment les enseignants-chercheurs du supérieur en France, à la pédagogie. Et le fait que vous soyez là, déjà, que des enseignants viennent suivre des formations, viennent suivre une formation continue, c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment très plaisir. Donc vraiment bravo à vous, parce que c'est pas si courant, en tout cas en France. Donc moi, ce que je voudrais vous présenter, c'est pas tant des résultats scientifiques qu'un outil qui a été créé avec et pour les enseignants et qui répond à beaucoup de problématiques que vous avez vues aujourd'hui. Donc, j'imagine qu'après toutes les conférences que vous avez eues là dans cette école d'été, vous avez beaucoup d'idées, de nouvelles pratiques pédagogiques à essayer, peut-être des nouvelles problématiques, voilà, grâce à ces résultats qui ont pu éclairer certains aspects de vos enseignements. Et je voudrais reprendre une remarque que Grégoire a faite tout à l'heure, qui était qu'il y avait un grand pas entre la recherche et l'école, et qu'un résultat qui avait été obtenu en laboratoire non seulement était difficile à mettre en pratique directement dans la classe, qui allait peut-être avoir besoin d'un petit effort ou d'un gros effort d'ingénierie pédagogique de la part de vous, des enseignants, qui êtes experts dans cette question. Mais une fois que vous l'avez mis en place, et même si vous avez repris assez directement un protocole expérimental qui a donné un résultat positif en laboratoire, c'est pas dit que ça va marcher encore dans votre classe, que votre milieu est bien plus complexe qu'un milieu de laboratoire qui est justement fait pour être très contrôlé. D'accord ? Donc moi, je vais vous présenter un outil qui est pas tant fait pour vous inciter à expérimenter, mais plutôt qui va être fait pour travailler sur cette deuxième partie de comment évaluer l'efficacité de ma nouvelle pratique pédagogique que l'on espère inspirée et argumentée par les recherches scientifiques. D'accord ? Donc, je vais présenter un cadre théorique, le cadre théorique dans lequel se place cet outil, en vous racontant une petite histoire pour commencer. Et ensuite, je vous présenterai l'outil en lui-même. D'accord ? Donc l'outil, je l'ai appelé EVA. L'idée, c'était de ne pas cacher que c'était de l'évaluation, même si ce mot peut faire peur, et puis de lui donner une connotation un peu sympathique. Donc c'est un outil pour auto-évaluer. C'est l'enseignant qui évalue, il n'y a pas besoin d'un chercheur. L'enseignant qui auto-évalue cette pratique pédagogique. Je vous présenterai un ou deux exemples en fonction du temps d'enseignants du secondaire qui ont suivi une formation à la neuroéducation, qui ont réfléchi à des pratiques pédagogiques adaptées de résultats en neuroéducation et qui ont utilisé EVA pour tester, évaluer ces pratiques. Et ensuite, ça sera à vous, ce que je vous proposerai pendant l'atelier, à vous de cibler une problématique qui pourrait être éclairée par des recherches, imaginer une nouvelle pratique pédagogique qui puisse répondre à cette problématique, argumentée par la recherche, et ensuite voir comment, grâce à l'outil, vous pourriez évaluer cette pratique pédagogique. Donc pour commencer, j'aimerais vous raconter une petite histoire qu'on m'a racontée à moi quand j'étais étudiant à la maîtrise. Je faisais un mémoire sur la neuroéducation et pourquoi est-ce qu'elle n'émergeait pas en France. C'était en 2013. J'ai rencontré un enseignant qui s'appelle Michel Fayolle. Michel Fayolle, quand il a passé son concours, s'est retrouvé, comme la plupart des enseignants en France, je ne sais pas si c'est le cas au Québec, devant des élèves en grande difficulté. Comme tous les enseignants, il a fait ce qu'il a pu. Il avait à sa disposition un grand nombre de manuels scolaires de différents éditeurs. Ses proches, ses collègues lui donnaient un grand nombre de pratiques pédagogiques qu'il pouvait essayer et il a fait de son mieux avec ça. Le résultat, au bout de quelques années, ça a été que les étudiants s'en sortaient mieux que prévu. Okay. Et donc tous les gens lui disaient « Bravo, tu peux être fier de ce que tu as fait ». Mais lui, il n'était pas vraiment très fier de ce qu'il faisait. Parce que ses élèves n'avaient pas rattrapé le niveau des autres classes. Ouais, ils les avaient aidés plus que prévu, mais sans les ramener à la norme, en tout cas à la moyenne des résultats des autres élèves. Et il y a une question qui a commencé à le hanter, qui était « Ok, j'ai tous ces manuels scolaires,
mais est-ce que j'ai utilisé le bon? J'ai toutes ces pratiques pédagogiques. Est-ce que j'ai utilisé celles qui allaient le mieux aider mes élèves? Donc oui, je les ai aidés, mais est-ce que j'aurais pas pu faire mieux? Alors, juste pour voir, est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui se sont déjà posés ce genre de questions? Pas est-ce que je fais bien, mais est-ce que je pourrais faire mieux? Voilà, donc quasiment tout le monde. Ok. Donc, ce que Michel Fayol a décidé de faire, je vais passer à la suite, juste pour vous dire, donc voilà, je vais vous présenter un modèle qu'on appelle le modèle du Scholarship of Teaching and Learning, juste pour voir, levez la main ceux qui en ont déjà entendu parler, parce qu'en France c'est pas très connu, mais peut-être ici. Ok, 2 personnes. Ok, donc on va en parler. L'idée c'est un peu d'évoluer dans sa posture d'enseignant. De l'enseignant praticien, j'enseigne, je ne me pose pas de questions, en allant à l'enseignant qu'on appelle réflexif, qui va se poser des questions. Donc là, Michel Fayol est dans un processus de réflexivité. Vous qui êtes là, ici, qui vous posez des questions, qui venez vous renseigner, vous êtes déjà là. Vous êtes déjà là à cette deuxième étape de praticien réflexif. Ce qu'il a décidé de faire, c'est de retourner à l'université. Puisqu'il n'avait pas les réponses, ses collègues n'avaient pas les réponses, il s'est dit peut-être que dans la recherche scientifique, on a les réponses. Puisque c'est difficile d'accéder à la recherche sans une formation, il est retourné donc en psychologie, en maîtrise en psychologie, en espérant que ses enseignants lui donnent des réponses. Sauf qu'il y a 60 ans, la littératie, la numératie, les sciences des apprentissages, attention, mémorisation, motivation, ce n'était pas un thème de recherche. Il trouve quasiment aucun document, aucune recherche qui réponde à ces questions. Ça n'existe pas à l'époque. Donc, ce qu'il a décidé de faire, c'est de partir directement à la dernière étape. Il a fait une thèse, il est devenu enseignant-chercheur, et il a créé une équipe de recherche en psychologie de l'éducation qui travaillait sur ces thèmes. Donc, d'une part, la littératie, la numératie, les apprentissages fondamentaux, et d'autre part, les sciences des apprentissages, attention, mémorisation, motivation. Très vite, il a intégré les données d'une discipline nouvelle qui apparaissait, les neurosciences. Il a intégré les recherches en neurosciences, les méthodologies en neurosciences, et c'est donc le premier laboratoire au monde qui travaillait sur la psychologie de l'éducation et la neuroéducation. Et il a été décrit comme le père fondateur de la neuroéducation par certains pour cette raison. Alors je vous rassure, l'idée de cette présentation, ce n'est pas de vous transformer tous en chercheurs, mais c'est d'imaginer une étape intermédiaire. Mais avant d'arriver là, je voudrais faire remarquer que ce qu'il a fait en créant ce laboratoire, c'est déjà faire un lien entre la recherche d'une part et l'enseignement d'autre part. Voilà. Moi, à ce point-là de son discours, j'étais vraiment hyper ému, parce que je l'interviewais en face à face. Donc en fait, je l'interviewais, il était déjà à la retraite. C'était un professeur d'université à la retraite qui me racontait son histoire. J'étais très, très impressionné et très ému. Et j'allais le féliciter. Et en fait, il tirait un peu la tronche, comme on dit en France. Il avait vraiment pas l'air heureux, lui, en fait, de tout ce qu'il avait fait. Alors que ça paraît un peu impressionnant. Et il m'a dit ces mots exacts que je vais vous lire. Mais vous savez, le bilan 40 ans après, c'est que tout cela n'a servi à rien. Rien n'a changé. La France a accumulé tellement de retard qu'elle ne le rattrapera jamais. Je n'y crois plus. En fait, il avait profité de tout son parcours pour, finalement, à la retraite, il était encore actif. Et il travaillait en collaboration avec le ministère et les organes qui financent la recherche. Et il avait réussi à convaincre le ministère de financer, en tout cas de faire un appel à projet, donc une enveloppe d'argent pour des chercheurs qui auraient des projets ambitieux de recherche en neuroéducation, neurosciences de l'éducation, à grande échelle, appliqués à l'éducation. Et il m'a dit, c'est le 4e appel à projet. On n'a toujours aucun projet
ambitieux qui répond à notre envie. Donc ça ne suit pas. Ce que je vous disais, la neuroéducation n'émergeait pas en France à l'époque. Alors bon, je vous rassure, depuis, grâce à des initiatives comme celle de Steve Masson et de son équipe, de Grégoire Borst, surtout et son équipe, de Céline Lanoé et de son équipe, ça y est, maintenant la neuroéducation, c'est à la mode en France. C'était en 2013. Et bon, j'espère que ça le rassure maintenant. Mais tout ça c'est fini. C'est une autre époque. Maintenant, on a des gros projets comme celui que ce Grégoire ou que Céline vous ont présenté de neuroéducation en France. Donc ça y est, ça se lance. Et en fait, ça se lance tellement qu'on en entend parler à la radio, on en entend parler à la télévision. Vous pouvez retrouver l'Absidé dans pas mal d'émissions, ou l'équipe de Céline. On en parle sur Internet, par exemple grâce à Bruno. On en parle dans un très grand nombre de livres, Grégoire vous en a présenté quelques-uns, et même dans les magazines et dans les journaux. Donc ça y est, l'information est disponible. D'accord ? Donc ce que j'appelle une acculturation mutuelle indirecte, que l'enseignant peut aller chercher l'information. Il y a beaucoup de sources à sa disposition. Donc scientifiques, si vous allez chercher, comme Steve vous disait, des articles scientifiques, ou de vulgarisation dans les autres cas. Bon, je ne refais pas un point. Si vous avez bien insisté là-dessus, faites attention à la qualité de la source et sa légitimité. Mais ce qui pourrait être intéressant, moi, ce que j'ai expérimenté, alors je vous donne quelques pistes, parce que toutes ces pistes-là, ça a été des initiatives d'enseignants, donc peut-être que vous pouvez développer ça dans vos institutions. C'est des relations beaucoup plus directes entre les enseignants et les chercheurs, qui ne passent pas par un média. D'accord ? Donc moi, j'ai expérimenté ça dans un institut qu'on appelle la Maison pour la Science, qui est rattaché aux instituts de formation des enseignants du primaire et du secondaire, grâce à Grégoire. Cet institut forme notamment les enseignants à toutes les problématiques liées aux sciences, mais aussi des problématiques transversales. Et là, typiquement, il y avait un groupe d'enseignants, dans ce cadre-là, qui a décidé de travailler sur la neuroéducation. Ils se sont dit, bon, voilà, on a fait un peu de biblio, c'est dans tous ces médias que je vous ai présentés, l'information est très dure enfin, le bon grain est très dur à trier de livret, d'accord ? Comme vous disiez, Steve, trouver la bonne information est difficile. Et en tant que professionnel, ces enseignants voulaient la bonne information, ne voulaient pas se risquer à enseigner quelque chose sur la base d'une fausse information, évidemment. Donc ils ont fait appel à deux chercheurs en neurosciences et puis moi qui sortais de ma thèse en psychologie. Alors la première chose qui s'est passée, c'est que je les ai rencontrés et il n'y avait aucun plan de prévu. On ne m'a pas dit ce que j'étais censé faire, on ne m'a rien demandé de présenter, on m'a dit viens discuter. Et finalement, ça s'est retrouvé hyper riche. Je me suis retrouvé, on était 2 chercheurs avec 10 enseignants et finalement, la discussion informelle a été hyper riche. Donc, déjà, voilà, première chose à faire, juste discuter. Et la discussion a rapidement tourné vers des questions de définition. Okay. Qu'est-ce que vous entendez par neuroéducation ? C'est peut-être pas la même chose que moi, chercheur, j'entends par neuroéducation. Pour moi, c'est pas un style d'apprentissage, un style d'enseignement, c'est une discipline universitaire avec une recherche universitaire, donc une épistémologie, des méthodologies, des postulats théoriques et donc des limites aussi. Et donc je leur ai fait une distinction entre neurosciences, neuroéducation, psychologie expérimentale, psychologie cognitive, psychologie de l'éducation. Voilà, pour nous, ça a un sens vraiment particulier à chaque fois. Alors oui, ces disciplines se recoupent, on peut les imaginer, les entendre au sens strict ou au sens large. Et voilà, déjà se mettre d'accord sur notre vocabulaire, c'était un premier pas dans l'acculturation mutuelle entre nous. Et ça a débouché sur une demande de la part des enseignants. La demande, c'était une formation ciblée. Ils m'ont dit, ok, est-ce que tu peux revenir 2 fois dans l'année, nous donner une formation ciblée sur quelque chose à nous 15, quoi. Alors ça peut être des formations sur des concepts, j'aurais pu leur donner une formation sur la mémorisation, l'attention. Là, ils m'ont demandé une formation plutôt méthodologique, donc c'était sur le protocole EVA qu'ils voulaient utiliser. Donc, deuxième façon de faire, demander des formations ciblées. Ensuite, ce groupe a organisé des conférences, donc ils ont invité un professeur d'université très renommé pour parler de la motivation. Donc c'est ce qui se passe un peu avec cette école d'été, c'est une autre façon de rencontrer des chercheurs directement, de pouvoir leur poser des questions. Ce qu'ils ont imaginé, c'est de suivre cette conférence par des ateliers interactifs. Ils avaient séparé le groupe, on était plusieurs chercheurs cette fois-ci, donc un chercheur avec un groupe d'enseignants. On devait leur faire vivre
la mémoire de travail, leur faire vivre l'attention et les problèmes d'attention, la motivation et les problèmes de motivation, la créativité et les problèmes de créativité, les mettre en situation. Et ils étaient vraiment libres de poser toutes les questions qu'ils voulaient. D'accord ? Ils ont décidé de faire évoluer ça l'année suivante, et ils ont fait des ateliers collaboratifs. Alors cette fois-ci, chercheurs, on devait préparer l'atelier avec un enseignant. Et donc c'était un travail génial juste de préparation, de se dire « Ok, moi j'ai envie de parler de ça », et puis l'enseignante était là « Ok, alors dans la classe, voici les pratiques pédagogiques auxquelles je pense, qui ont trait à ce que tu es en train de raconter, qui respectent ce que tu dis. Voici les outils, et notamment les outils numériques qu'on peut trouver sur Internet, ou des ressources pour les enseignants. » Et puis on a essayé, voilà, peu à peu, d'essayer de trouver un discours commun où je présentais un résultat scientifique et elle présentait des façons, des pratiques pédagogiques qui respectaient ces éléments scientifiques-là, auprès d'un groupe d'enseignants novices. Et maintenant, ce qu'ils m'ont demandé cette année, c'est de faire une production collaborative de ressources. C'est de produire pour leurs collègues, donc c'est des enseignants qui sont, ça fait 2-3 ans maintenant qu'ils se forment à la neuroéducation. Maintenant, ils se sentent capables d'aller former leurs collègues, mais sur la base d'un travail effectué avec un chercheur. Oui, évidemment, la problématique, c'est que les chercheurs n'ont pas le temps d'aller donner des cours dans tous les collèges, dans tous les lycées, dans toutes les écoles. Donc l'idée, c'est de former des enseignants référents, l'accompagner de guides, d'outils, de ressources, d'une veille, c'est-à-dire ces articles si difficiles à trouver, on va faire une sélection, peut-être même que les enseignants vont faire des fiches de lecture de ces articles que j'aurais pu leur conseiller et les transmettre à leurs collègues. Okay ? Voilà. Et donc, pour moi, voilà, c'est une première façon de relier la recherche et l'enseignement. Mais je voudrais vous présenter une deuxième façon de faire. D'accord ? Parce qu'avec tout ça, il reste des questions pour moi. Donc la question principale qui reste, c'est « ai-je fait au mieux pour mes élèves ?» Et ça, finalement, on n'est pas sûr d'y répondre après toutes ces conférences, ces ateliers. La question classique de Michel Saint-Onge, j'enseigne, mais apprennent-ils ? On ne sait pas. Une question éthique qui revient souvent. Est-ce que j'ai le droit de tester une nouvelle pratique dont je ne suis pas sûr ? Puis-je me fier à mes impressions ? Ok, j'ose tester des nouvelles pratiques. J'ai l'impression que ça marche. Donc je vais recommencer l'année d'après. J'ai l'impression que ça ne marche pas. Je vais changer ma pratique pédagogique. Très bien, mais au bout de 4 ans, vous avez accumulé pas mal d'impressions. Qu'est-ce qui est le mieux ? Comment vous comparez des impressions ? Si vous faites quelque chose que vous trouvez passionnant, ça marche, vous êtes sûr que ça marche ce que vous faites. D'accord ? Vous avez envie de le partager, qu'il n'y ait pas que vos élèves à vous qui en profitent. Encore faut-il convaincre vos collègues, voire votre hiérarchie. Comment vous faites pour les convaincre ? Vous leur dites, j'ai vraiment l'impression que ça marche, crois-moi. Ça peut marcher si on vous fait confiance. Et donc la question finale que je vais poser, c'est 1. Comment mettre en pratique un résultat de la recherche scientifique ? Comment transformer un résultat en une pratique pédagogique ? Donc, encore une fois, en tant que chercheur, on n'a pas la réponse. En tant que conseiller pédagogique, on peut plus vous aider. En tant qu'enseignant, ça fait partie de votre métier, donc d'élaborer des pratiques pédagogiques. Mais la question va être surtout comment j'évalue l'efficacité de ces nouvelles pratiques pédagogiques. D'accord ? Ce qui répond à la plupart des questions précédentes. Et donc, dans notre cadre théorique du Scholarship of Teaching and Learning, on est à une étape intermédiaire là. Ce que je vous propose, c'est d'arriver à cette étape intermédiaire, qu'on appelle le praticien ou l'enseignant-chercheur. Alors, pas au sens français d'un chercheur à l'université, au sens d'un enseignant qui expérimente et fait de la recherche. Alors, on s'entend, pas de la recherche fondamentale, de la recherche évaluative, de la recherche appliquée, sur sa propre pratique à lui, dans sa classe à lui. Donc, le but, c'est pas de faire une grande découverte qui va révolutionner l'éducation dans le pays. C'est avoir des réponses sur soi. Est-ce que ma pratique, elle est efficace ou pas ? D'accord ? Et donc, ça prend un cycle de réflexion et d'action qui ressemble à ça. Premièrement, je me pose des questions, je trouve une problématique. J'ai un problème dans ma classe. Je ne vous demande pas qui n'a pas de problème dans sa classe. J'imagine que... Deuxièmement, je vais me former.
Vous voyez, vous êtes déjà pas mal hein, dans cette posture-là de praticien-chercheur. Je vais me former, je vais aller chercher des réponses à ces questions. Sauf que ces réponses, il faut que je les transforme en pratique pédagogique. Okay, c'est toujours à vous, c'est à vous de faire ça. J'enseigne avec cette nouvelle pratique pédagogique, je l'évalue. Moi, je vais vous parler surtout de cette étape-là, je l'évalue. Et ensuite, pour terminer le cycle, l'idée c'est de faire tout ça de manière collaborative. Et je la partage. Que ça ait marché ou que ça n'ait pas marché. Je partage l'information pour générer une... Alors je bloque avec le mot intelligent, j'allais dire avec une intelligence collective, du coup je bloque un peu, mais partager un pool de connaissances et de compétences communs. Okay, et ça, on le fait en cycle, on le répète et pas tout seul. Okay, et on améliore sa pratique ainsi. Donc moi, j'ai réfléchi à un outil qui rentrait dans ce cadre-là et qui pouvait notamment aider les enseignants à évaluer leur pratique pédagogique. Donc, logiquement, si on place le Scholarship of Teaching and Learning, et notamment cette étape entre l'enseignement et la recherche, ça demande de créer un outil en collaboration avec des enseignants. Donc, c'était des enseignants d'un institut d'innovation pédagogique. Ils hébergent une licence, un bachelor de sciences à l'université. Vous voyez, donc ils ont très peu d'étudiants, ils n'ont qu'une trentaine d'étudiants par promotion, ils n'en ont pas 300 comme à l'université, le bâtiment d'à côté. D'accord, c'est un bâtiment où on va justement avoir très peu d'étudiants pour appliquer des nouvelles pratiques pédagogiques de façon plus simple, avec l'accord des étudiants. Et un groupe de recherche. Donc moi, je suis affilié à l'EREST ici. Donc Patrice vous a dit, son directeur vous a dit un petit mot ce matin. Donc je travaillais en particulier avec Martin Riopel, que vous verrez demain, qui donne une conférence demain matin. Et donc ensemble, on a essayé d'élaborer un outil qui s'inspire des méthodologies de la recherche scientifique. Alors, je vais vous donner deux principes. Ça aurait pu vous paraître barbare si vous n'avez pas eu les conférences d'avant, mais une approche comparative, un groupe test et un groupe contrôle. Okay, Grégoire vous en a parlé. Et une approche micro-longitudinale, c'est-à-dire d'avoir une sorte d'entraînement, donc un pré-test, un post-test immédiat et un post-test différé. Okay, je ne vous détaille pas parce qu'on vous en a déjà parlé. De toute façon, je vais vous reprendre tout ça après. Okay, donc ensemble, on a créé cet outil qui s'appelle EVA, avec cette devise, c'est important d'avoir une devise, essayer, parce qu'on a beaucoup d'enseignants qui, parce qu'ils n'auront pas le résultat de leur tentative, n'auront pas de feedback, on vous a parlé de feedback tout à l'heure, ils n'ont pas de feedback, ils disent pourquoi je vais essayer vu que je ne saurais pas si ça marche ou pas. Je ne vais pas m'embêter à essayer alors que je ne saurais pas si ça marche ce que j'ai fait ou pas. Là, tu sauras, donc essaye. Essaye, plante-toi. Pour le dire clairement, plante-toi, c'est pas grave, tu vas apprendre plein de choses sur ce chemin-là. Évaluer, encore une fois, pas avoir peur du mot, oui, on va évaluer ce qu'on a fait, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Mais c'est pas la fin, enfin, je veux dire, l'évaluation ne va pas vous dire, ok, cette pratique-là est mieux que celle-ci, donc vas-y. Non, ça demande tout un processus réflexif, c'est une donnée parmi d'autres, et l'idée c'est de faire évoluer ces pratiques. Je vais présenter un peu l'outil. Donc, c'est un guide en 5 étapes que je vais présenter juste après. Je vais vous donner une adresse, l'adresse d'un drive tout à l'heure. Vous pourrez aller chercher le guide, en tout cas sa première version qui a été publiée. Ce guide, on l'a fait en collaboration donc, avec des enseignants, je vous disais, du secondaire qui étaient là, de l'Académie de Nancy-Metz et de l'Université Paris-Saclay, donc du secondaire et du supérieur. Non seulement ils ont participé à l'élaboration du guide, mais ils ont aussi pré-testé le guide. Okay, donc il y a eu plusieurs versions d'essais où on a essayé de se mettre d'accord sur les termes, déjà le vocabulaire, comme je vous disais tout à l'heure. En fait, c'était pas ça le principal souci. Le principal souci de l'enseignant, c'est d'accord, c'est bien joli ce que tu me dis, mais j'ai pas le temps là. Ok. J'ai pas le temps là. Et donc on s'est battu pour que cet outil reste rigoureux, mais que l'enseignant ait le temps de l'utiliser. Alors bien sûr, je ne vais pas vous dire que ça ne prend pas de temps. Okay, ça prend quelques heures à prendre en main, la première fois, et après, ouais, ça va plus vite. La première fois, ça peut prendre quelques heures, d'accord, de comprendre le processus. Donc c'est ce qu'on va faire là, maintenant, à partir de là, de la conférence et pendant l'atelier, d'accord. On va prendre le temps, ce temps-là. Comme ça sera plus simple pour la suite.
mais ce temps, on l'a réduit au maximum. On a essayé de le réduire au maximum, d'accord ? Et les enseignants sont pas mal contents. Okay ? J'espère que vous allez être pas mal contents, vous aussi. Donc voilà, les objectifs d'EVA, c'était principalement, et en fait non, en 3, c'était d'outiller les enseignants dans le cadre de ce SOTL, de cette évaluation des pratiques pédagogiques. En fait, pour moi maintenant je suis conseiller pédagogique, je ne suis plus chercheur. Et donc j'ai quand même 2 objectifs qui passent avant. Le premier, c'est de favoriser la réflexion pédagogique. Ouais, pour atteindre l'étape 3, il faut atteindre l'étape 2 déjà. Non seulement atteindre l'étape 2, mais en fait, cette étape 3 va nourrir l'étape 2. Vous voyez, dans le cycle, il y a se poser des questions, il y a élaborer une nouvelle pratique, il y a partager. Tout ça, ça favorise la réflexion pédagogique. Okay ? Donc, je m'en moque, moi, concepteur de l'outil, si un enseignant utilise EVA, il avait une idée géniale, il a testé sa nouvelle pratique pédagogique, ça ne marche pas. C'est pas grave. Il a appris plein de choses en faisant ça. Déjà, en utilisant l'outil, il a appris beaucoup de choses. Vous verrez pourquoi. Mais ça ne marche pas. Il est obligé de se demander pourquoi ça ne marche pas alors qu'il était persuadé que ça allait marcher. Et cette réflexion pédagogique m'intéresse. Et mon deuxième objectif, c'est créer du lien socio-professionnel. Alors oui, ça peut s'utiliser tout seul dans son coin. C'était le but. Qu'un enseignant tout seul dans son coin soit capable de l'utiliser. Pour ces enseignants qui considèrent leur classe comme un sanctuaire, ou ces enseignants qui sont angoissés que leurs collègues sachent ce qu'ils font. Oui, ils peuvent l'utiliser tout seuls et se rassurer. Mais c'est tellement plus riche de le faire ensemble, alors ensemble entre enseignants, ou de le faire tout seul mais de partager son résultat avec son équipe, ou de le faire avec un conseiller pédagogique, partenariat avec un orthopédagogue, voire avec une équipe de recherche. Ça m'intéressait énormément. Donc l'idée, ça va être de créer une communauté autour d'EVA, à partir d'un site web où tous les enseignants seraient libres de partager leurs démarches évaluatives, de partager leurs résultats, pour que leurs collègues puissent s'inspirer de ce qu'ils ont fait. C'est un projet. Tout ça, voilà, je vous présente une version publiée d'EVA, mais tout ce projet est encore en cours. C'était l'année dernière, ça a été publié cet hiver. C'est un projet collaboratif, je vous disais, donc vous êtes tous invités à participer si vous voulez, à le tester, à faire des retours, à proposer des choses. Parce que c'est comme ça que j'avance, moi, concepteur. Les enseignants me disent, tiens, là c'est trop compliqué, et là ça nécessiterait plus une image qu'un texte, là on s'en fout, alors voilà. Et puis je le change. Et puis on le teste, et puis on voit si c'est mieux. Voilà, j'applique mon propre principe à l'outil, quoi. Ok, donc EVA, c'est un guide en 5 étapes. Première étape, cibler son action. L'idée, c'est pas de se dire, tiens, j'ai lu ça, ça a l'air génial, je vais l'essayer. Non, c'est pas un jouet, d'accord ? L'idée, c'est, vous avez un problème que vous voulez résoudre. Ok, on part d'un problème. Je veux absolument... Après, vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Hein. Moi, mon intérêt, c'est que ça résolve des problèmes concrets, cet outil. C'est pas que ça soit utilisé pour aller expérimenter une idée farfelue ou une idée qui pourrait intéresser un collègue. Je pense que les enseignants ont assez de problèmes à eux à résoudre pour pas aller chercher ailleurs. Bon, je vous rassure, il n'y a aucun enseignant qui s'est dit qu'il allait résoudre le problème d'un collègue plutôt que le sien. Ça n'est pas arrivé. Donc vous allez voir que cette étape, finalement, ça va être la plus compliquée, alors qu'elle paraît la plus simple. Mais pour un chercheur formé à ça, c'est la plus simple. Pour un enseignant qui n'est pas formé à la recherche, cette étape est très compliquée. Et donc l'atelier va principalement se focaliser sur cette première étape. Bon, vous allez voir, on va aller jusqu'à la 3e, voire la 4e étape, si vous êtes rapide. Mais moi, je vais principalement m'intéresser à cette étape. Et je vais faire mon annonce tout de suite, mais je vais inviter tous les chercheurs de la salle, pendant l'atelier, à passer dans les groupes d'enseignants pour vous aider à bien cibler votre action. Je vais le détailler juste après. La deuxième étape, c'est choisir son organisation. Donc, on vous a dit, il faut un groupe contrôle. On va vous dire comment choisir votre groupe contrôle. On va vous proposer, je propose 3 façons de faire. Je vais vous présenter et vous pouvez choisir.
La troisième étape, ça va être d'écrire son contexte. L'idée, c'est ce que vous allez faire, c'est valable dans votre contexte à vous. Donc on a besoin de savoir c'est quoi votre contexte à vous. On va poser la question du transfert. Peut-être que ça se transfère un peu de façon proche, ce que vous avez fait. Mais alors proche, il faut savoir qu'on sache proche de quoi. Donc, quel est votre contexte? Moi, je suis enseignant en première année d'université de psychologie. J'ai un problème de motivation avec mes élèves. Donc, je vais aller chercher dans ma grande base de données, là, dont je vous parlais sur mon site internet qui n'existe pas encore. Je vais aller chercher un enseignant qui a aussi eu un problème de motivation et voir ce qu'il a fait pour résoudre ce problème, et si ça a marché ou pas. Enfin, je vais plutôt aller voir un collègue universitaire en sciences humaines qui a ce problème, plutôt qu'un collègue de maternelle qui enseigne les langues, quoi. D'accord ? J'ai besoin de savoir le contexte. La quatrième étape, ça va être l'étape cruciale du guide, qui va être évaluer les apprentissages. Alors je rigole un peu parce que, en fait, l'option qui a été faite pour l'instant, donc le guide pour l'instant n'étudie que la mémorisation, le développement de compétences. Je vais vous en reparler. Mais du coup, c'est des choses que les enseignants savent faire, que vous faites quotidiennement, d'évaluer des connaissances ou des compétences. Et donc, c'est à l'enseignant de préparer les tests. C'est juste que moi, je donne des pistes pour que ces tests soient bien équivalents, pour pouvoir les comparer, dans cette logique de pré-test, post-test immédiat, post-test différé. D'accord ? Et la cinquième étape, ça va être d'interpréter ces résultats. Comme je vous disais, on ne s'arrête pas à la quatrième étape d'avoir « Ok, celle-ci marche mieux que celle-là, d'accord ?» Ouais, mais ça demande une interprétation, là. On va en reparler. Donc, je vais redétailler chaque étape maintenant. Cibler son action. La première chose que je demande, c'est d'observer un peu sa classe. Quel type de problématique rencontrez-vous dans votre classe? Est-ce que vous avez un problème de mémorisation? Est-ce que vos étudiants ont un problème de mémorisation? De développement de compétences, d'attention, de motivation, de créativité, de prise de décision, de manque d'intérêt ou autre. Une fois que vous avez ciblé ça, disons par exemple pour l'exemple, voilà, dans ma classe, mes étudiants ne sont pas attentifs. Deuxième question que je vais poser, c'est faites une hypothèse maintenant sur quelle est la source, l'origine de ce problème. Vous imaginez bien qu'un problème d'attention, ça peut avoir des sources multiples. ADHD, mais il peut y en avoir plein d'autres. Donc à vous de réfléchir, quelle va être la cause? Alors, je vous en mets quelques-unes, mais il peut y en avoir beaucoup. Un manque d'intérêt pour le sujet, vos élèves ne voient pas l'intérêt du sujet pour eux, ou pour leur vie professionnelle, ou pour obtenir le diplôme, ce qui peut être des problématiques différentes. Ils sont fatigués. Alors, c'est bête comme explication, mais vous êtes le vendredi après-midi, peut-être qu'ils sont juste fatigués, hein, c'est tout, c'est pas que vous n'êtes pas intéressant. Ou alors votre cours il est monotone, peut-être que vous devriez interagir plus avec vos élèves. Ou alors, ils trouvent ça trop difficile, c'est juste qu'ils ne sont pas attentifs parce qu'ils ne suivent pas, c'est trop dur. Ou alors, au contraire, c'est trop facile et ils ne suivent pas. Voilà, je ne multiplie pas, hein. Vous pouvez imaginer beaucoup de causes. Disons qu'ils n'ont pas d'intérêt pour le sujet, ils ne voient pas l'intérêt du sujet. Troisième sous-étape, quelle est la nouvelle pratique pédagogique argumentée par les recherches scientifiques ou alors une autre expertise de collègues expérimentés, d'un conseiller pédagogique, en tout cas à vous d'argumenter, allez-vous mettre en œuvre pour tenter d'éliminer cette cause-là que vous avez identifiée. D'accord ? Donc là, ça peut être encore beaucoup de choses. Montrer comment les compétences développées serviront dans la suite de la formation, raconter l'histoire des découvertes pour susciter un peu cette curiosité historique, leur faire préparer des exposés avant le cours, faire un peu de classe inversée. Moi, ce que j'aime bien en tant que conseiller pédagogique, c'est une activité pédagogique que je conseille très régulièrement, leur demander ce qu'ils savent et ce qu'ils aimeraient savoir avant d'aborder un sujet. Voilà, moi, c'est mon choix. Et la quatrième étape, ça va être quelle est votre pratique pédagogique habituelle? Alors, vous comprenez bien que ça va être notre groupe contrôle. Évidemment, les enseignants, quand on leur parle d'une démarche expérimentale en éducation, la première chose qu'ils disent, c'est « Non, mais c'est hors de question que j'ai un groupe d'élèves qui ne fasse rien. » Oui, d'accord, j'imagine. Donc ça a été très dur de trouver un groupe contrôle. Et bon, vous avez bien compris que c'était indispensable,
pour avoir une expérimentation qui tienne la route, qui est le groupe contrôle. Et donc notre groupe contrôle, on s'est dit, on va prendre la pratique pédagogique habituelle de l'enseignant. Puisque c'est sa pratique habituelle, c'est qu'elle ne doit pas être si mal. Okay, il la remet en cause, sinon il ne ferait pas tout ça. Mais s'il l'utilise, c'est qu'elle n'est pas si mal quand même. Et donc ça peut être beaucoup de choses. Okay, peu importe. Ça peut être, je vous fais remarquer quand même, que ça peut être rien. Ça peut être, moi c'est une problématique, finalement, je me rends compte que je fais rien pour l'aborder. Donc oui, c'est pas grave si c'est rien, ça peut être rien. Alors, en termes scientifiques, c'est embêtant que ça soit rien, parce que c'est pas équivalent. Ouais, mais on n'est pas dans un contexte de laboratoire. Là, on évalue quelque chose qui se passe pour de vrai dans la classe. Donc si pour de vrai dans la classe, c'est rien, et ça sera rien. Ok ? Deuxième étape. Alors, ce groupe contrôle, comment on va le choisir? Donc, on est bien d'accord qu'on va évaluer 2 pratiques pédagogiques. Ces pratiques pédagogiques, on va les mettre en pratique sur un enseignement. D'accord? Cet enseignement, il va être suivi par un groupe d'élèves. D'accord. Je ne peux pas enseigner 2 fois la même chose au même groupe d'élèves avec 2 pratiques différentes. D'accord. Donc, mon groupe contrôle, mon organisation parfaite, ça serait, je prends les mêmes élèves, le même enseignement, et je fais les 2 pratiques pédagogiques. Mais vous n'allez pas enseigner 2 fois la même chose. Donc il va falloir choisir une organisation qui peut être, je vais, première variante, faire une pratique pédagogique avec un groupe une année, je choisis un enseignement, je fais ma pratique pédagogique habituelle, et l'année prochaine, je vais avoir le même programme, je vais redonner les mêmes cours. Et donc sur ce cours-là, l'année prochaine, avec mon nouveau groupe d'étudiants, je vais faire ma nouvelle pratique pédagogique. Ça demande à ce que les 2 groupes d'élèves soient équivalents. Bon, à moins que le système de recrutement de votre école ait changé, ou que vous-même ayez changé d'établissement, a priori, les élèves sont recrutés à peu près de la même façon, ils n'ont qu'1 an d'écart, il n'y a pas de raison qu'ils soient fondamentalement différents. Au pire, je vous rappelle qu'on va pré-tester les connaissances, le développement de compétences, la créativité ou la variable que vous avez choisie. Donc on va pouvoir vérifier est-ce qu'ils sont équivalents de toute façon. Deuxième variante, la même année, vous avez 2 groupes d'élèves. Avec un groupe, vous faites une pratique, avec l'autre groupe, vous faites l'autre pratique. Alors évidemment, ce que les enseignants aiment bien, c'est après réinverser, sur le cours suivant, de réinverser pour être sûr que tous les élèves ont eu toutes les pratiques et que c'est bien égalitaire. Okay, c'est une pratique que, à l'université, ça passe pas très bien dans certaines universités parce qu'on a peur que les étudiants viennent dire « Ouais, j'ai une moins bonne note parce que vous avez fait cette pratique pédagogique, dans l'autre groupe, ils ont des meilleures notes parce que vous avez fait cette autre pratique pédagogique, j'aurais dû être dans l'autre groupe, donc si j'ai une mauvaise note, c'est votre faute. » Et donc, au tribunal. Voilà. Dans le secondaire, c'est moins, on s'inquiète un peu moins de ça parfois. Mais bon, donc voilà, ça peut être prudent, je vous le dis tout de suite, je n'en reparlerai pas après, ça peut être prudent de, sur le cours suivant, vous réinversez vos 2 pédagogies, d'accord. Bon, l'autre réponse à cette question, quand même, c'est c'est votre pratique habituelle, votre groupe contrôle. Hein. Vous n'avez pas à rougir de votre pratique pédagogique habituelle. D'accord ? Et puis c'est votre droit en tant qu'enseignant de tester des pratiques pédagogiques. Okay ? Troisième variante, vous n'avez pas 2 groupes et vous ne voulez pas attendre 2 ans. Vous pouvez travailler sur le même groupe, mais cette fois-ci, ça nécessite 2 enseignements différents. Sur un cours, vous allez utiliser une pratique pédagogique, sur le cours suivant, vous allez utiliser une autre pratique pédagogique. Alors cette fois-ci, ça demande à ce que les enseignements, les cours soient équivalents, difficulté équivalente, et puis un peu indépendants, parce que si vos 2 cours se suivent et qu'il faut avoir bien compris le premier pour réussir le deuxième, vous allez avoir une interférence entre les 2 enseignements. C'est un peu plus dur de vérifier l'équivalence des enseignements que des élèves, mais bon. Encore une fois, on n'est pas en laboratoire, on ne vous demande pas de contrôler tout. De toute façon, vous êtes en situation de classe, vous imaginez bien qu'il y a une infinité de paramètres qui va agir. Personne ne va vous demander de contrôler tous les paramètres, ni même de les identifier, donc encore moins de les mesurer. D'accord ? Donc là, on se base vraiment sur l'expertise des enseignants. On dit, ok, voilà, on vous donne le principe qui est veiller à l'équivalence des groupes ou à l'équivalence des enseignements. Puis on va faire confiance en votre jugement. Si vous jugez que ces 2 cours sont de complexité équivalente et indépendants, on vous fait confiance. De toute façon,
Dans la troisième étape, on va vous demander de décrire vos enseignements. Donc on va pouvoir vérifier si nous aussi, moi observateur, je juge que vos deux cours sont équivalents. De toute façon, je vais pouvoir le vérifier. Donc dans décrire son contexte, ça va être des choses qui vont pouvoir vraiment influencer et que moi, observateur, j'ai besoin de savoir avant de m'inspirer de votre pratique, quoi. Moi, collègue, j'ai besoin de savoir. Ça va être, vous êtes qui en tant qu'enseignant? Alors, je vous prends des exemples simples, mais vos élèves s'ennuient. Nouvelle pratique pédagogique, vous dites que vous allez faire des blagues, vous allez vous autoriser à être drôle. Voilà, si vous n'êtes pas drôle à la base, si vous n'êtes pas quelqu'un qui fait des blagues assez facilement, n'essayez pas ça, ça ne va pas très bien marcher, quoi. Si vous êtes déjà drôle dans la vie, allez-y. Ok. Bon. Donc voilà, je ne multiplie pas les exemples, mais ça va être important qui vous êtes en tant qu'enseignant. Tout peut marcher, pas tout peut marcher. Il y a beaucoup de choses qui peuvent marcher en fonction du caractère de l'enseignant, mais ça va être aussi en fonction de son expertise, en fonction de ses compétences. Peut-être que vous avez été suivre une formation spéciale sur les troubles des apprentissages, et donc vous allez pouvoir vous permettre une pratique pédagogique sur les troubles des apprentissages qu'un de vos collègues qui n'est pas formé ne va pas pouvoir se permettre. Okay. Votre environnement de travail va jouer aussi un rôle. Ça ne va pas être la même chose si vous êtes dans un collège privé ou dans un collège de zone très difficile avec des élèves en très grande difficulté socio-économique. D'accord. Si vous avez un établissement riche et vous demandez un matériel, des tablettes? Ok, des tablettes. Ok, il y a des établissements, ça ne marche pas comme ça, vous n'avez même pas de livre. Donc, on a besoin de savoir dans quel cadre vous vous placez là. Et ce qui m'intéresse le plus pour l'instant, ce que vous allez trouver dans le guide, dans la version 1 du guide, c'est surtout cette partie, enfin c'est uniquement cette partie-là, c'est quels vont être ces enseignements qui vont servir de support à vos pratiques pédagogiques. Je vous disais, on veut vérifier un peu leur équivalence. Donc vérifier l'équivalence des cours, ça va être les premiers éléments là, et l'équivalence des deux groupes d'apprenants, ça va être plutôt les questions là. J'ai dit, il faut que ça soit le plus équivalent possible, on va quand même pouvoir le vérifier si vous décrivez votre pratique dans ce tableau-là. D'accord ? Vous aurez le support, ne vous inquiétez pas. Quatrième étape, évaluer les apprentissages. Donc, je vous ai dit, on peut évaluer plusieurs choses. Pour l'instant, le guide est fait pour évaluer surtout la mémorisation. Aussi, ça peut s'adapter pour l'acquisition, le développement de compétences. Ça pourrait être utilisé pour étudier la compréhension, ou l'attention, ou la motivation, ou le plaisir d'apprendre, ou tout ce que vous voulez. Okay, les grandes catégories dont je vous ai parlé tout à l'heure. Évidemment, si vous étudiez la mémorisation, vous allez évaluer la mémorisation. Okay. Si vous étudiez la motivation, vous n'allez pas faire un contrôle de connaissances. Okay. Ça vous demande une mesure de la motivation. Donc ça, vous savez faire. Les 3 premières étapes, c'est votre job. Okay. On imagine que vous savez faire. Vous pouvez le faire de façon autonome. Puis pour toutes les autres variables, là, qu'on n'a pas encore imaginées dans EVA, mais que je veux imaginer avec vous, puis avec vous, chercheurs aussi, ça va être des mesures de ces autres variables. Alors par exemple, on reparle du petit jeu là sur l'attention. Une d'entre vous a demandé si on pouvait avoir le jeu, et on vous a répondu, ça ne s'adapte pas forcément facilement à une pratique de classe. Et là, donc, ça va demander un dialogue entre les chercheurs et les enseignants. C'est oui, les chercheurs, ils ont des mesures de tout ça, des mesures de laboratoire. Okay. On a des participants qui restent 1 heure assis sur un siège, ou alors plusieurs heures à se préparer pour aller faire une session d'IRM. On ne va pas faire ça en classe, d'accord? Donc là, ça demande des mesures qui s'adaptent aux enseignants. Alors, je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien le principe. Une mesure de l'attention. Comment je mesure l'attention? Moi, je veux que mes élèves soient plus attentifs. Je veux une mesure de l'attention. Ok? Bon, alors, on en a discuté avec des enseignants, et puis ils étaient en train de me dire, voilà, j'ai trouvé ces questionnaires. Alors, ces questionnaires-là, c'est une batterie de 120 questions. Alors, ça ne va pas marcher. Il suffit de leur mettre un casque avec des électrodes, là, un casque EEG à tous, et puis comme ça, on peut voir l'attention, parce qu'on peut mesurer l'attention en EEG. Ça va pas marcher. Et puis, du coup, on a trouvé l'idée de quelqu'un qui est sur le téléphone, je ne comprenais pas trop, et puis qui dit « ça y est, j'ai trouvé ». T'as trouvé quoi? Un sonomètre. Une application sur son smartphone qui fait sonomètre, qui enregistre le volume sonore. Elle le met au début de sa séance.
Le sonomètre indique le volume sonore, puis il va enregistrer le minimum, le maximum du volume sonore, et puis la moyenne du volume sonore. Ok, c'est pas parfait, mais ça peut être une mesure de l'attention, d'accord? On peut imaginer des choses comme ça, hyper simples, qui ne vont pas vous prendre du temps. Okay, et donc on peut essayer d'imaginer avec des chercheurs des mesures qui soient les plus rigoureuses et proches des recherches scientifiques, mais aussi les plus adaptées à la classe. Ok? C'est un peu convaincant? Donc, comment on va s'organiser maintenant? Dans cette étape-là, je donne des indications pour s'organiser. Donc, je vous ai dit, l'organisation, ça va se faire ce qu'on appelle donc, en étude micro-longitudinale. Donc, on va faire plusieurs fois dans le temps, mais de façon rapprochée chez les mêmes personnes. Donc, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est le post-test immédiat. Okay, je fais ma pratique pédagogique habituelle, je décide d'évaluer la mémorisation. La mémorisation, donc, des connaissances à acquérir pendant cet enseignement-là, on est bien d'accord? Je vais évaluer, je vais faire mon petit test pour évaluer les connaissances qu'ils ont acquises à la sortie du cours. Okay, classique, ça vous savez faire. Alors l'idée, c'est pas de faire un contrôle d'1 heure. Hein. Okay, 10 minutes, c'est très bien hein, pour ces tests-là. Voilà. Évidemment, bon, dites, voilà, il a obtenu, vous êtes sur une notation sur combien au Québec? 10, 20, 100 5 100. D'accord. Mettons qu'il a 70 sur 100. Ok, c'est bien ou c'est pas bien? Que la moyenne des élèves, c'est 70 sur 100. Est-ce que votre pratique, elle est bien ou pas? Si vous n'avez pas de baseline, bah, vous ne savez pas. Okay. Donc ça vous demande un pré-test. Okay, savoir, ok, ils sont passés de 10 à 70, c'est bien. Ils sont passés de 70 à 70, c'est moins bien. Ils sont passés de 90 à 70, c'est encore un peu moins bien. Okay, donc c'est ce que Grégoire vous disait, ce qui va nous intéresser, ça va être d'évaluer l'évolution de votre mesure. Alors, il y a des enseignants qui m'ont dit « Ouais, ça me rajoute du travail, ça, quand même. » Moi, je leur ai répondu en tant que conseiller pédagogique, c'est bah, ouais, mais attends, c'est pas si étonnant en pédagogie de faire une évaluation diagnostique. Je ne sais pas si vous appelez ça comme ça aussi ici. Aller vérifier quelles sont les conceptions initiales dont parlait Steve avant, de voir quelles pourraient être potentiellement les erreurs récurrentes, les résistances que vous allez rencontrer, de savoir quel est leur niveau initial, d'adapter votre cours. Alors oui, ça demande de s'adapter en direct, hein, je suis d'accord, c'est pas rassurant, mais c'est pas étonnant. Quand je vous disais que ça favorise la réflexion pédagogique à travers l'utilisation même du protocole, oui, c'est ce qu'on utilise en recherche, mais c'est pas aberrant en pédagogie, hein, d'accord? Et un post-test différé. Alors pareil, c'est pas forcément une pratique habituelle en éducation, mais on ne veut pas qu'ils sachent pour le test et qu'une semaine après, il n'y ait plus rien. Okay, moi, c'est arrivé à des enseignants qui ont utilisé EVA. Ils ne comprenaient pas, hein, ça passe de 10%, 90%, ils sont très contents, 10%. Une semaine après, ils étaient là, mais ils en avaient entendu parler. Alors le voir là sur son test avec ses propres mesures, c'est toi qui as donné cours, te dire, ah ben en fait, ouais, c'est vrai qu'ils oublient. Un truc que vous n'avez jamais osé vérifier. Là, je le force un peu. Et je trouve pédagogiquement, c'est intéressant de voir ce qui nous intéresse. C'est pas qu'il s'assoit en mémoire à court terme là, ou en mémoire à long terme et que ça s'oublie la semaine d'après. D'accord ? Donc je dis une semaine, mais ça peut être 2 semaines, 1 mois. Je dis une semaine, c'est pratique pour un enseignant. Vous allez revoir vos élèves une semaine après. D'accord ? Vous n'allez peut-être pas les revoir 1 mois ou 1 an après. Okay ? Et ça peut être fait. Okay, donc dans l'étape K, moi je suis très concret, hein, je leur demande, ok, maintenant c'est quoi la date, quoi, la date de ton enseignement, la date de ton pré-test, tu le mets dans ton planning et puis on y va, quoi. Je veux dire, c'est pas théorique, hein, c'est pas un livre. Le guide EVA, c'est pas un livre, on lit et puis on est content. On le lit, on le remplit et puis on fait, quoi, on agit, donc ça demande des dates. Et ensuite, en fonction de la variante que vous avez choisie, vous allez recommencer avec la nouvelle pratique pédagogique, ou si vous êtes avec la 3e variante, ça sera avec le même groupe mais sur 2 enseignements différents, d'accord ? Ok. And I said, so what? Now what? What are we going to do about it? Je ne sais pas si vous connaissez cette vidéo sur TED, qui est vraiment géniale. Je vous ai mis la vidéo sur le drive. La question qu'elle pose, cette directrice, c'est ok, d'accord, on a ces résultats-là. Tous les enseignants disent, ouais, regardez, ça marche pas, ça marche pas. Ouais, d'accord, mais on fait quoi maintenant? Ok, d'accord, on a des résultats, mais c'est pas le bout du monde, le résultat.
Tiens, moi, chercheur expérimentaliste, c'est le bout du monde. J'ai un résultat, je publie mon résultat, j'ai fini. OK ? Mais vous, c'est pas fini en tant qu'enseignant. Maintenant, vous avez une décision à prendre là. OK ? En tout cas, vous avez à réfléchir à votre résultat. Parce que c'est rare qu'un enseignant qui ait utilisé EVA ait un résultat genre parfait, quoi. La nouvelle pratique pédagogique fonctionne mieux à court terme, mieux à long terme que l'autre pratique. Non, c'est plus compliqué que ça. Mais c'est pas grave, encore une fois. Donc il y a plein de questions à se poser. La première, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu un bug là, dans tout ça? Est-ce que votre résultat, qu'il soit positif ou négatif, il est bien dû à votre pratique pédagogique là? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui a interféré là? Ok, on va vous demander de réfléchir et puis d'écrire, hein, de le dire à vos collègues. Bon, ok, j'ai testé Brain Gym, là, ça a super bien marché. Bon, peut-être que j'étais un peu excité et que les élèves étaient un peu excités et que c'est pour ça que ça a mieux marché, quoi. Ok, je le dis. Okay. Si ça n'a pas marché, bah, ça va être pourquoi ça n'a pas marché. Peut-être que je me suis planté dans ma mesure, que, je sais pas moi, le temps entre mon pré-test et mon post-test immédiat n'était pas du tout pareil dans les deux, ou bon, ok, j'ai dit que c'était équivalent à 2 enseignements, mais finalement, les élèves, eux, ils n'ont pas trouvé ça équivalent du tout, mes 2 cours, donc ok, j'ai mal évalué la difficulté du 2e cours par rapport à ce que je pensais. Voilà, on va réfléchir un peu. Deuxième piste de réflexion, ça va être... est-ce que le résultat que EVA vous donne est cohérent avec d'autres informations que vous avez? Vous connaissez vos élèves. Est-ce que c'est cohérent avec votre connaissance des élèves? Vous avez observé les élèves pendant qu'ils passaient les tests. Est-ce que c'est cohérent avec votre observation? Est-ce que c'est cohérent avec les notes classiques des élèves de vos tests formels? Ça va être aussi, alors quelque chose que j'ai vu, alors ça m'a étonné, moi j'avais rien demandé, la plupart des enseignants ont fait un petit sondage auprès des élèves sur ouais, est-ce que ça t'a plu la nouvelle pratique pédagogique, ou est-ce que ça t'a plu la pratique habituelle, puis laquelle tu préfères, et puis est-ce que tu as trouvé ça intéressant, est-ce que tu as trouvé ça difficile, et du coup c'est des données en plus en termes de recherche cette fois-ci. On va voir, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est cohérent? Et typiquement, on s'est rendu compte parfois qu'il n'y avait pas de résultat. L'enseignant pensait que les 2 enseignements étaient équivalents, mais les élèves ont dit, et on ne l'aurait jamais su sans ce sondage, les étudiants ont dit, mais c'était vachement plus dur le 2e cours, j'ai rien compris. Si l'enseignante n'avait pas spontanément fait ce petit sondage, on ne l'aurait jamais su, et on n'aurait pas pu expliquer les résultats. Donc c'est pareil, est-ce que c'est cohérent avec ce que la littérature scientifique dit? Je ne vais pas l'oublier quand même. Vérifiez bien ça, encore une fois, notre histoire de Brain Gym. Si la littérature scientifique dit complètement le contraire, ça demande un peu de réflexion, okay, qui ne peut pas faire de mal. 3e élément, si ça a bien marché, est-ce qu'on s'arrête là? Ou est-ce qu'on se dit, est-ce que je ne peux pas faire encore mieux? Alors faire mieux, ce n'est pas forcément que mes élèves vont mieux y arriver. Ça peut être, je vais atteindre le même résultat, mais en moins de temps. Ou que ça soit moins difficile pour les élèves, ou moins difficile pour moi. Ou alors ça a super bien marché, ma pratique pédagogique, mais ce que je me suis ennuyé en tant qu'enseignant, essayer de trouver une façon de faire ça de façon plus fun, quoi. Si ça n'a pas marché, il va falloir trouver pourquoi. Moi, je trouve que c'est la situation la plus intéressante. Ça ne marche pas. Vous êtes persuadé, c'est argumenté par la recherche, et puis ça ne marche pas. Donc il y a une enseignante qui s'est dit, moi, ce que je vais évaluer, c'est l'acquisition de connaissances. Elle a un cours, ils ont 10 définitions à apprendre dans le cours. Ça ne marche pas très bien. Donc ça, c'est son groupe contrôle. Il s'est dit, je vais leur donner le lexique, donc les mots de vocabulaire avec leurs définitions, en plus du cours. Et comme elle a suivi quelques formations, psychologie, elle a entendu parler de constructivisme, elle s'est dit, je vais leur donner la liste des mots, mais c'est à eux, pendant le cours, de mettre la définition. Comme ça, c'est eux qui font. Donc, pas de raison que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Rien. Mais presque moins bien que la condition contrôle. Puis du coup, je lui ai demandé, qu'elle était désespérée. Elle ne comprenait pas. Elle était perdue. Perdue, là. Elle ne comprenait plus du tout. La recherche dit que ça marche et ça ne marche pas. Puis je lui ai dit, tu leur as laissé le temps de lire ta feuille, là? Ah non. Et puis ceux qui devaient écrire la définition, tu leur as laissé le temps d'écrire la définition? Ah non. Puis tu parles vite en cours? Ouais, t'as vu, on a 10 définitions à donner en 1 heure, en 40 minutes, ouais, je parle vite.
voilà. Enfin, je veux dire, ils l'ont pas lu ta feuille. Ok. Donc la réponse est purement pédagogique là. C'est laisser le temps. Et du coup, spontanément, elle s'est dit, ok, je vais recommencer l'année prochaine, et puis je vais leur laisser le temps, puis je vais tester ce que je leur laisse le temps pendant le cours, je fais des pauses, ou tout à la fin, je les laisse remplir. Elle veut à nouveau tester 2 choses. Mais vous voyez, s'est posé des questions. Alors ouais, ça a demandé un peu la discussion avec un conseiller pédagogique, mais du coup, ouais, elle a avancé. Ok. Ensuite, là, c'est la question du transfert. Vous avez obtenu un résultat. Est-ce que ça va marcher avec votre collègue ? Vous avez peut-être une petite idée, quoi. Est-ce que vous pensez que ça va marcher dans un autre contexte ? C'est-à-dire, quelle va être l'étendue du transfert ? Est-ce que vous pensez que ça va marcher que pour vous ? Peut-être pour votre collègue qui donne le même cours dans la même matière ? Ou est-ce que ça va marcher pour tout le monde ? Peut-être une petite idée là-dessus. Vous pouvez vous exprimer là-dessus. Si ça a marché, allez le partager. Réfléchissez à ça. Comment vous allez partager ? Vous en parlez à votre voisin de palier, là, ok. Est-ce que vous allez en parler à votre directeur ? Est-ce que vous allez publier dans une revue professionnelle d'éducation ? Mais oui, si ça marche super. Publier. Et bien sûr, la question principale, ça va être, maintenant vous faites quoi ? Vous gardez la nouvelle pratique pédagogique ou vous gardez la pratique pédagogique habituelle ? Ou encore autre chose ? Ok ? Donc juste pour terminer, vous montrer que tout ce qu'on dit, c'est pas des choses que on invente complètement. Vous voyez, donc c'est inspiré par mon expérience au Lab CIDE et à l'UQAM. Mais même en éducation, il y a des principes. Vous voyez, donc ici c'est une fondation américaine qui donne des principes pour améliorer un enseignement. Vous allez voir qu'Eva respecte quand même pas mal tous ces principes, quoi. Donc le premier principe, travailler sur un problème spécifique et centré sur l'apprenant. On a bien une étape exprès pour cibler son action, et puis on réfléchit à l'apprentissage et au bien-être des apprenants. Okay ? On est bon. Ce qui nous intéresse, c'est pas tant ce qui marche que dans quelles conditions ça marche. Ok ? Donc là, on a bien une étape pour décrire le contexte. On est bien dans une pratique où on va dire ça marche dans ce contexte et on ne dit pas que ça va marcher dans tous les contextes. On est bon. Avant de vous lancer dans quelque chose de nouveau, c'est déjà bien comprendre ce qui existe là maintenant. Okay ? Donc encore une fois, on a la description du contexte. On va travailler sur la pratique pédagogique habituelle et on va peut-être se rendre compte que notre pratique pédagogique habituelle, elle est pas mal quand même. Okay. On est bon. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. Okay ? Donc ce que je vous disais, ça va demander de travailler peut-être avec des chercheurs pour trouver des mesures, des paramètres que vous voulez travailler. Ancrer l'amélioration de la pratique dans une enquête disciplinée. Donc, ce que je disais, c'est travailler en cycle dans un cadre. Donc le guide offre un cadre. Okay. Et là, ce qu'il propose, j'aime beaucoup, donc je vais vous le lire, c'est de vous engager dans des cycles rapides de planification, action, étude et puis prise de décision pour apprendre vite, vous casser la gueule vite et vous améliorer rapidement. Okay ? Donc ils sont un peu d'accord, je vous disais, ça vous a peut-être étonné quand je vous dis c'est pas grave si vous plantez, vous allez apprendre beaucoup, vous voyez, ça me rassure, je ne suis pas le seul à le dire. Et le dernier point, donc c'est toujours celui qui arrive en dernier, mais c'est bien, peut-être que ça insiste un peu sur cette notion, c'est qu'on va peut-être plus vite tout seul, mais qu'on va plus loin ensemble. Okay ? C'est de travailler de manière collaborative. Et donc c'est ce qu'on va proposer là dans l'atelier. Donc je vais vous inviter. Ensuite, alors je ne sais pas si j'ai 5 minutes pour vous montrer un exemple ou pas. Je vous en présente un des deux très vite. N'hésitez pas à aller voir l'autre. Donc on va voir si je vais assez vite, j'aurai peut-être le temps de faire les deux. Donc voilà, donc c'est une étude faite par Guylaine du groupe de neuroéducation qui s'est inspirée des recherches sur l'entraînement par récupération dont Steve vous parlait là, le testing effect. Okay ? Donc elle a lu ça et elle s'est dit je vais utiliser ce principe pour améliorer la mémorisation chez mes élèves. Ça devrait bien se passer comme ça.
Donc voilà, elle utilisait un petit outil que je leur envoyais, un livret Eva. En gros, il y a toutes les questions que je pose et puis ils ont de la place pour répondre. Donc elle s'est dit, bon, bah voilà, on connaît la courbe d'Ebbinghaus, on oublie et que si on rappelle souvent, on va réactiver la mémorisation et puis on va avoir une connaissance qui se maintient, alors que si on n'a pas de répétition, si on n'a pas de test, la connaissance va disparaître. Okay, Martin vous fera toute une conférence, Martin Riopel, demain dessus. Donc elle en a généré une pratique pédagogique qui était de travailler sur le bilan. C'est-à-dire elle a ciblé une cause de ce problème-là, du manque de mémorisation. Elle s'est dit, parce qu'ils font leur bilan, je leur donne leur bilan, alors que je pourrais profiter du bilan de fin de séance pour les tester. Et donc, elle s'est dit, je vais leur faire leur propre bilan. Je les avertis au début de la séance que je ne leur donnerai pas de bilan. Donc, ils ont toute la séance pour préparer leur bilan, et puis c'est eux qui font leur bilan à la fin, puis on en parle, mais moi, je ne leur donne rien. Et le groupe contrôle, c'était, elle leur donne le bilan. D'accord ? Donc, elle remplit, elle me dit, voilà, quelle est ma pratique pédagogique habituelle ? C'est pas leur donner de bilan. La pratique pédagogique nouvelle, c'est leur faire construire le bilan tout seul. OK ? On ne voit pas très bien. Je vous décris, alors c'est pas grave. Vous avez l'idée. Choisir son organisation. Donc, elle choisit une variante. Et ce que vous voyez là, elle met point positif, point négatif. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a quand même bien compris la démarche scientifique de prudence que professait hier Steve. Se dire, OK, on va être prudent. Là, quand je fais quelque chose, c'est jamais tout blanc ou tout noir, quoi. Il y a des points positifs, des points négatifs. Elle les décrit pour ses collègues. Elle décrit ces deux pratiques et elle nous montre son résultat. Donc, vous voyez, résultat presque idéaux. Groupe test, à peu près le même résultat, très faible évidemment. Ils n'ont pas encore eu l'enseignement, donc ils connaissent quand même déjà 1/5 du contenu du cours. Résultat équivalent, donc deux groupes comparables. En bleu, on a le groupe contrôle, en rouge, celui qui a la nouvelle pratique pédagogique. On voit qu'ils apprennent mieux quand ils font leur bilan tout seuls. À la sortie du cours, ils savent mieux les choses. OK ? Après le cours, ils oublient, et puis là, on a quelque chose d'assez équivalent. Alors elle était un peu embêtée. Elle s'est dit, ça marche à court terme, mais à long terme, pas trop, quoi. Alors, ce qui est drôle, c'est que spontanément, elle a refait l'étude sur un deuxième cours, pour voir si elle allait obtenir la même chose. Vous voyez, donc encore, c'est quelqu'un qui a bien compris la démarche scientifique, c'est quelque chose qu'on fait en recherche, c'est que c'est pas parce qu'on a un résultat scientifique positif qu'on va se dire, ça marche, quoi. On va attendre des confirmations d'autres études indépendantes. Donc là, elle a refait sur un autre cours la même chose pour voir si elle allait obtenir la même chose. Super initiative. Prennent le résultat. Donc, manifestement, un cours un peu plus difficile. Ils connaissent vraiment rien sur le sujet. Ils apprennent toujours mieux avec la nouvelle pratique quand ils doivent faire leur bilan. Et après, résultat encore une fois équivalent. Alors cette fois-ci, les résultats sont meilleurs. Donc elle nous fait là un petit avertissement. Elle nous dit, attention, mon post-test différé, je l'ai intégré au devoir officiel. Donc ils ont révisé avant. Et donc, ils sont à un effet plafond, là, ils ont révisé, donc ils sont bons, quoi. Donc, elle me dit, je suis contente. Donc, après, interprétation des résultats. Et donc, là-dedans, elle dit, je suis assez contente parce que moi, ce que je voulais, c'est qu'en sortant du cours, ils aient mieux appris et c'est effectivement ce que j'ai. Après, je suis un peu triste que ça ne soit pas maintenu dans le temps. Et en plus, je ne sais pas trop l'expliquer, ça. Pourquoi est-ce que ça s'est maintenu dans le temps ? Et donc, ce qu'elle a fait, c'est que, elle m'a demandé mon avis. Elle a été spontanément chercher l'avis d'un chercheur, parce qu'elle ne savait pas. Donc, ce n'est pas toujours possible, mais en tout cas, elle est retournée dans la recherche scientifique pour avoir des résultats. Et donc, moi, je lui dis, effectivement, tu travailles sur quelque chose à court terme, tu as un résultat à court terme, tu devrais être contente. Je dis, mais c'est pas parce que tu ne vois pas un résultat à long terme que tu n'en as pas. Alors, c'est qu'une hypothèse, moi, que je fais, parce qu'on ne le voit pas, justement, mais je lui dis, OK, ils ont le même résultat là, en post-test différé. Mais tu ne sais pas combien de temps ils ont mis pour réviser les deux groupes. Ça se trouve, celui qui avait fait son bilan tout seul, il a révisé pendant une demi-heure pour ce résultat. Et l'autre, il a révisé pendant 2 heures. Tu ne sais pas, quoi. Okay. Et donc, ça demande une nouvelle recherche pour savoir ça. Okay. Est-ce que j'ai le temps de faire l'autre ou pas ? Non ? OK. On va s'arrêter là. Alors, ce que je vous propose après, c'est d'aller sur ce site-là. Vous allez pouvoir récupérer la présentation. Donc, je vous engage à ouvrir la présentation. Et vous allez trouver ces documents-là par la suite. Donc, toutes les étapes. Et je vous invite à remplir tout ça.
soit seul, soit en équipe. Alors, n'hésitez pas à faire appel aux chercheurs à différents moments pour vous inspirer, trouver des arguments scientifiques, bien vérifier que vous avez ciblé une problématique et pas plusieurs, qu'il n'y a pas de facteurs confondus dans ce que vous avez choisi. Et je vous inviterai régulièrement à vous regrouper par équipe de 8, là, comme vous vous êtes inscrits, et un moment de travailler tous ensemble et puis de comparer ce que vous avez fait, de dire, une fois que vous avez bien fait votre première étape, dites, bon, t'as mis quoi, toi? Et puis en discuter et bien vérifier ce que j'ai écrit là, quoi, ce que vous avez est smart. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce modèle. Vérifiez que c'est bien spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini. Je vous laisserai lire ça après une petite pause.